Écoutez, bonjour à tous et merci de votre présence et de votre écoute active pour embrayer sur un thème, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, un concept idéal pour la reprise post-Covid. C'est la question qu'on s'est posée et avec nos intervenants, on va essayer d'y répondre. Donc avec nous, trois réseaux d'accompagnement, je vous les présenterai au fur et à mesure, et deux témoins. L'économie sociale et solidaire, on la regarde, BPI France, avec curiosité, mais on n'a pas réellement de convergence vers l'économie sociale et solidaire. Et pourquoi ? Pas qu'on les rejette, absolument pas. Mais l'économie sociale et solidaire, on est sur des modèles très atypiques, pour le banquier classique. On a des structures juridiques particulières. On a des modèles économiques particuliers qui alternent la subvention et l'économie marchande. On a d'une fiscalité aussi particulière qui fait que lorsque ces structures de l'économie sociale et solidaire ont besoin de chercher des financements, elles se rapprochent naturellement de structures et d'établissements financiers qui leur ressemblent et qui les comprennent. Elles se rapprochent de structures coopératives, elles se rapprochent de structures mutualistes. L'économie sociale et solidaire, c'est né au milieu du 19e siècle, au moment où on avait un essor du capitalisme et en pleine révolution industrielle. À ce moment, naissent un certain nombre de structures, des mutuelles, des associations, des coopératives qui veulent mettre un peu plus d'équité dans le monde économique et qui proposent un système alternatif et qui posent sur la table les prémices d'une couverture sociale. On le dit en termes génériques, couverture sociale, mais ça deviendra après ce qu'on connaît très bien aujourd'hui, l'assurance maladie, les caisses de retraite et les mutualités. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, elle a changé de volet. Elle est sur d'autres volets, elle est toujours à l'avant-garde et toujours force de proposition, mais sur d'autres sujets. Aujourd'hui, elle a embrayé sur des sujets de la transition écologique, de l'entrepreneuriat social, de l'innovation aussi. Donc toujours à l'avant-garde. Si on doit donner une définition de l'économie sociale et solidaire, c'est l'humain est au centre du système économique, la gouvernance des structures de l'économie sociale est démocratique et l'humain est associé aux décisions au travers des conseils d'administration et des votes et à la répartition des bénéfices. On sait qu'une structure de l'économie sociale et solidaire, elle n'a pas pour seule vocation qu'à faire des bénéfices. Ça, c'est une chose qu'il faut conserver en tête. Allez, pour terminer ce rapide kick-off, quelques chiffres. L'économie sociale et solidaire, c'est 10% des emplois en France, 2 300 000 personnes, et 12 millions de bénévoles. Ça, c'est très important, parce que c'est un ballon d'oxygène, on le verra avec nos intervenants. Et enfin, c'est des secteurs emblématiques. Les arts et le spectacle, le social et la santé, et puis les plus connus pour le grand public, le crédit, la finance et les assurances. Pour parler de ces sujets, je vais commencer par un témoin, un porteur de projet, un créateur, qui est chef d'entreprise, oui, cofondateur de la société Sherwood. Je passe la parole à Vincent Chevillot. Vincent, parle-nous de ton parcours qui t'a amené à devenir créateur et chef d'entreprise aujourd'hui, sur Marseille. J'ai un parcours initial d'architecte spécialisé en construction bois et en matériaux sains. Mais il me manquait quelque chose dans cet univers-là, c'était le contact avec les bénéficiaires de mon cœur de métier. On est très loin des gens qui habitent quand on fait seulement les plans, croyez-moi. À un moment donné, j'ai réalisé qu'il existait un concept de lieu de travail destiné entièrement aux matériaux bois. Ce sont des ateliers bois partagés. Et voilà, en 2019, on a ouvert Sherwood à Marseille, qui est un petit peu comme un coworking, hein, c'est le même concept, sauf qu'à la place des bureaux et des ordinateurs, il y a des établis et des machines. Et chacun peut venir travailler pour réaliser son projet. Donc ce concept-là, il se décline en deux grandes catégories. On va dire un secteur plutôt marchand et un secteur plutôt en lien avec l'intérêt général. Le secteur marchand, il est à destination d'un public artisan et d'un public de particuliers. Les artisans, ils ont leur propre activité économique, ils ont leurs clients, ils font leur travail, hein, ils font leur création.
Et nous, on leur vend de l'espace de travail, des abonnements, des espaces privatifs. Et les particuliers, quant à eux, ils viennent plutôt faire d'une activité de loisir, de création pour eux ou pour leurs amis. Et quant à eux, on leur vend également des abonnements, mais également du bois, des fournitures, tout ce qui leur est nécessaire pour arriver à réaliser leur projet. La spécificité avec les particuliers, c'est qu'on leur propose de l'accompagnement. Et dans l'univers de l'intérêt général, c'est un autre type de public qu'on accueille, ce sont des groupes, des associations du quartier ou de l'aire métropolitaine marseillaise, qui eux sont plus focalisés sur de l'inclusion, de l'insertion. Leurs bénéficiaires, ce sont des décrocheurs scolaires, ce sont des personnes éloignées de l'emploi, ce sont des primo-arrivants, des gens qui ont besoin d'une remobilisation par un outil qui est la menuiserie, qui est un outil sur lequel on peut tout le monde toucher. Et finalement, on travaille sur du social avec un outil technique. Finalement, on se retrouve à être dans l'économie solidaire parce qu'on crée une mixité de publics dans un même espace de travail, avec des typologies de prestations qui sont similaires, mais les gens se côtoient. Dans le contexte qu'on a connu là de la crise, on n'a pas été tant impacté parce que la majorité de notre activité est dédiée à de l'abonnement. Qui dit abonnement dit une récurrence. Et donc, pendant le confinement, les abonnements ont perduré. On a proposé par la suite des contreparties financières pour que les gens s'y retrouvent, il ne faut pas déconner. Mais au moins, c'est étalé sur beaucoup plus de mois que celui qui a été du confinement. Et aujourd'hui, on se retrouve dans quelque chose qui est en essor, qui continue de bien marcher à tel point que les gens qui voulaient travailler chez eux ne le pouvaient pas. Et aujourd'hui, on est sur une liste d'attente parce que pendant le confinement, les gens n'avaient rien pour bosser. Et là, ils se retrouvent à avoir envie et un besoin. Merci, tu es un vénard, tu gères des listes d'attente. Beaucoup aimeraient être dans ton cas. Ouais. Dans ton parcours, bon, l'association existe depuis 2 ans, je crois. Tu es co-directeur, on va dire. Et dans ton parcours, il a fallu s'initier à la création d'entreprise. Et sur ton chemin, tu as rencontré Cédric Hamon. Cédric Hamon, qui est directeur de l'incubateur Couveuse Intermed, un incubateur ESS, économie sociale. Bonjour. Bonjour Cédric. Alors, parle-nous un peu du parcours d'un jeune porteur de projet qui vient chez toi. Qu'est-ce que vous mettez à disposition et quel est votre modèle pour avancer sur les sujets? Alors, déjà pour commencer, quand il arrive chez nous, il répond à un appel à projet. On le sélectionne parmi un flot de candidatures. Donc on ne les choisit pas au physique, même s'il est très beau, Vincent. On les choisit sur des critères qui sont leur capacité à proposer quelque chose d'innovant en termes d'impact social et d'amener un service supplémentaire sur le territoire sur lequel ils veulent s'implanter. Donc on va regarder leur modèle économique, bien sûr, l'activité, est-ce qu'elle nous paraît censée intéressante, et on va regarder comment elle rend service et comment elle vient appuyer des dynamiques territoriales, en l'occurrence, pour avoir pas mal échangé avec la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il y a effectivement des problématiques dans l'artisanat de consolidation de bilan parce qu'ils font des investissements très lourds pour avoir des machines et au final l'activité ne permet pas toujours de les rembourser. Il y a des artisans qui ne se lancent pas parce qu'ils n'ont pas l'espace adéquat, etc. Donc le service que rend Sherwood vient combler un manque et répondre à un besoin sur le territoire. Donc ça, c'est des choses qu'on étudie avant même de sélectionner les projets en incubation. Une fois qu'ils sont là, il vous l'a dit Vincent, il a une formation d'architecte en construction bois. Donc je lui fais entièrement confiance pour calculer la résistance d'une charpente, mais pas forcément au départ pour calculer un BFR par exemple. Je me souviens qu'on a eu des échanges rigolos sur ce sujet-là. Et donc ce qu'on va apporter à des personnes comme Vincent, c'est un enchaînement de programmes, un parcours qui se fait petit à petit. D'abord on va modéliser le projet, on va définir ses dimensions économiques, humaines, partenariales aussi, c'est très important dans l'économie sociale et solidaire. Il vous l'a dit, il fait venir par exemple des groupes de personnes éloignées de l'emploi. Il faut construire du lien et de la proximité et des habitudes de fonctionnement avec les structures qui s'occupent de ces personnes-là. Donc il y a une logique partenariale plus forte que dans l'entrepreneuriat marchand classique, on va dire. Donc on les aide à définir leurs besoins, leur stratégie partenariale, leurs projections financières à 3 à 4 ans. Et on leur transmet la compétence ou les compétences
si tant est que ce soit possible de les acquérir pleinement, de chef d'entreprise. Effectivement, quand on est chef d'entreprise, on doit avoir une vision 360 sur son projet, on doit gérer l'humain, le financier, le commercial, l'activité, la production en elle-même. Il faut connaître la technique et les besoins de ces équipes. Et donc, on distribue de la formation sur toutes ces dimensions-là, on distribue de l'accompagnement, du suivi personnalisé pour que la personne ait un alter ego avec qui elle peut échanger régulièrement, prendre du recul, entreprendre, eh bien, c'est prendre des décisions tous les jours. Pour prendre ces décisions, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un à qui on peut se confier, qui a suivi un peu l'historique et qui est en capacité de vous remettre face aux étapes que vous étiez vous-même fixées. Et entreprendre, c'est aussi un sport de combat, j'ai envie de dire. On a des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment. Donc un jour, on est tout content parce qu'on a des portes qui se sont ouvertes. Le lendemain, on est un peu moins content parce qu'on a pas mal de portes qui se sont fermées. Et donc d'avoir une personne à qui on peut tout dire, se confier et qui nous remotive, c'est important aussi parce qu'il faut garder la pêche, comme on dit, pour entreprendre. Donc c'est un peu tout ça qu'apporte l'incubateur. Et le travail de la couveuse, est-ce qu'il y a eu un travail sur la couveuse, un hébergement couveuse? Alors la couveuse, c'est une option que Vincent n'a pas utilisée, si au départ, oui pardon, ouais, c'est vrai, qui consiste à faire l'hébergement juridique du projet. C'est-à-dire que quand ils se sont lancés, ils n'avaient pas encore leur bureau, ils n'avaient pas encore leurs locaux et leurs ateliers. Et pour se lancer, ils ont commencé à faire des petites prestations à droite à gauche où ils louaient des machines et ils accompagnaient des groupes à faire des objets en bois. On a nous-mêmes bénéficié de leurs services. On a refait l'entièreté de nos locaux avec des tables, des bureaux, des chaises, des éléments de cuisine qui sont magnifiques. Et donc, pour pouvoir distribuer ces activités avant même d'avoir réalisé leurs investissements, etc., ils ont commencé à opérer sur de la prestation de services pure et dure. Et dans ces cas-là, on met à disposition notre numéro SIRET des entrepreneurs et comme ça, ils peuvent commencer une activité, commencer à facturer avant même d'avoir créé leur structure juridique. Ce qui permet de créer la structure juridique ensuite sur une base de chiffres connus et non pas simplement sur une base de chiffres prévisionnels. Merci Cédric pour ces informations sur les couveuses aussi qui sont très intéressantes et très importantes pour les porteurs qui se lancent. Je passe la parole à Jean-Charles Clerc qui est responsable directeur de la plateforme France Active sur PACA. Tu as aussi croisé le chemin de Vincent. Autant Cédric a fait la préparation mentale, on dira, mais Vincent avait d'énormes investissements, plusieurs centaines de milliers d'euros, et oui. Et là, je pense que vous êtes intervenu avec France Active. Oui, donc bonjour à tous. On est intervenu effectivement auprès de Sherwood. Donc, en deux mots, France Active, c'est une structure qui finance, accompagne et met en réseau les entreprises dites engagées, c'est-à-dire des entreprises qui, par la qualité de leur projet ou la qualité de leurs pratiques, vont avoir un impact positif sur le territoire, contribuer à une société plus durable, plus responsable, plus solidaire. Et donc, naturellement, au cœur de ces projets, il y a les projets d'économie sociale et solidaire qui vont se manifester ou se caractériser par la nécessité de maximiser une double tension. D'une part, maximiser la dimension économique et d'autre part, maximiser une dimension sociale, territoriale, environnementale. Et donc, lorsque un projet comme Sherwood vient nous voir, c'est un projet qui est vraiment au cœur de cette tension, puisque comme il le disait tout à l'heure, nécessité d'avoir un impact sur le territoire, mais aussi de mettre en œuvre un projet économique. Et ce qui va souvent caractériser les projets donc, de SS, c'est qu'au moment de se lancer, on a très peu de fonds propres. On a aussi une plus grande difficulté à générer des excédents en masse. Et par contre, on est face à des besoins d'investissement importants. Et lorsqu'on dépend de subventions, on est face aussi à des décalages de paiement très forts de la part des subventionneurs et donc des besoins en fonds de roulement très importants. Donc ces structures-là se retrouvent parfois à la création coincées pour démarrer si elles n'ont pas les fonds pour mettre en œuvre les projets. Et donc lorsque Sherwood est venu nous voir, la question c'était de voir si le projet appartenait bien à un projet d'économie sociale et solidaire, mais surtout de l'accompagner dans la construction de son plan de financement et la compréhension de ses besoins de financement. Donc le travail qu'on a fait ensemble, c'était travailler le plan de financement, évaluer les besoins de prêts nécessaires et aussi travailler l'intermédiation bancaire, c'est-à-dire convaincre les banques de venir sur ce type de projet. Puisque l'autre contrainte pour les projets de SS, c'est souvent que les banques les voient arriver avec des grands yeux en disant tu ne veux pas maximiser que ton profit, tu veux aussi maximiser ton intérêt pour le territoire. Donc j'ai peut-être pas trop confiance en toi. Et le travail qu'on a fait ensemble, c'est de convaincre les banques de pouvoir aussi intervenir sur ce type de projet. Ouais.
Oui, France Active a un rôle d'intermédiaire vis-à-vis des banques et il faisait de la traduction, je dirais. Quoi, Oui, traduire le projet économique, social et solidaire auprès du banquier et donner confiance aussi aux porteurs de projet dans le partenaire bancaire et lui faire comprendre que c'est important d'inscrire une relation durable avec lui. Ouais. Alors, Cédric et Jean-Charles. Cédric et Jean-Charles, l'économie sociale et solidaire pour la relance, est-ce que vous pensez que ces entreprises de l'économie sociale et solidaire ont les atouts pour être plus résilientes en période de crise? Est-ce que tu peux nous en parler, Jean-Charles? On va commencer par toi, Jean-Charles, tu as le micro. Alors oui, bon, en même temps, on en accompagne tous les jours, donc on ne va pas dire qu'elles ne sont pas résilientes, mais ce qui fait la force d'un projet d'économie sociale et solidaire, c'est sa dimension collective, donc interne, c'est-à-dire qu'on a des conseils d'administration avec un collectif qui vient s'intéresser au projet, et aussi externe, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une relation partenariale et dans la volonté de pouvoir s'inscrire sur un territoire et s'ancrer sur un territoire. Donc lorsqu'on est sur un environnement très instable ou en période de crise, tout ça, ce sont des atouts qui permettent forcément au projet de tenir et de faire face à la crise dans de meilleures conditions. Ouais. Et pour toi, Cédric? Moi, j'irais plus loin, c'est que oui, alors on a des statistiques qui montrent assez clairement que les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont plus résilientes en général, et notamment sur les statistiques qui suivent la crise de 2008. Mais c'est pas qu'elles sont plus résilientes, c'est qu'elles sont la résilience. C'est-à-dire que si nos sociétés peuvent survivre à des crises, c'est parce qu'on a ce type de structure qui va prendre en charge les publics pour lesquels la crise a été la plus forte, qui va faire en sorte que les tissus économiques et humains restent vivants et actifs malgré les gros chocs que peuvent subir nos sociétés. Donc, si on se pose la question de la résilience par rapport à ce qui est en train de se passer sur la planète en ce moment et ce qui peut continuer à arriver dans les années à venir, l'économie sociale et solidaire est un outil de la résilience face aux crises qui arrivent régulièrement et qui risquent de s'accélérer. D'accord. Mais écoutez, merci pour ces premières interventions. Je vais appeler sur scène nos deux prochains témoins. Joël Gombin de la société Datactiviste et Serge Guintoli de l'Union régionale des SCOP. Deux structures qui évoluent dans le monde de l'économie sociale et solidaire. On va commencer par toi, Joël. Joël, parle-nous de Datactiviste qui intervient dans l'open data. Oui, bonjour. Pour ma part, j'ai mis du temps à comprendre l'open data et les finalités du... Mais je pense que j'ai réussi à te faire comprendre. C'est tout à fait. Oui, bonjour à tous. Datactiviste est une société coopérative qui effectivement a une activité de cabinet de conseil spécialisée dans le champ de l'ouverture des données. Donc nous accompagnons des organisations majoritairement publiques, mais pas uniquement, à mettre à disposition leurs données informatiques de tous, donc de les rendre librement réutilisables par tout un chacun, tant sur un plan juridique que technique. C'est aujourd'hui une obligation légale pour l'ensemble des administrations publiques, les collectivités territoriales, l'État, ses établissements, etc. Donc cette obligation légale est rentrée en vigueur en 2018 et notre développement, parce que Datactiviste a été créé en 2016, s'est appuyé sur la montée en puissance finalement de cette obligation légale. Et donc nous sommes passés de deux cofondateurs au départ à aujourd'hui une douzaine de salariés. Et un plan de développement aujourd'hui qui doit nous amener à 25 salariés à horizon 3 ans. Et en combien de temps tout ça? En moins de 4 ans, puisque Datactiviste a été créé fin 2016. Alors moi, ce qui m'a frappé lorsqu'on s'est rencontrés, c'est la qualité de votre portefeuille client. Ça vient de quoi ça? Il y a peut-être des obligations légales aussi qui font que les administrations, les grands groupes... Voilà, donc on a effectivement une obligation légale qui porte sur l'ensemble des administrations, mais clairement aujourd'hui ce sont plutôt les grandes administrations qui s'en sont saisies, les grosses collectivités territoriales, les métropoles, les régions, les départements, les administrations d'État. On travaille avec plusieurs ministères, l'ADEME, la Caisse des dépôts, ce genre d'organisation. Donc effectivement on a un portefeuille client qui est aujourd'hui à 80% je dirais public et qui est plutôt du grand compte. Ce qui est intéressant parce que derrière ça permet aussi de créer de la récurrence, d'avoir un portefeuille de référence qui parle pour nous aujourd'hui je dirais,
et dans la perspective de notre développement, d'imaginer de nouvelles prestations qui vont aller cibler les mêmes interlocuteurs, les mêmes clients sur des sujets voisins, et donc ils vont nous permettre d'appuyer le développement de notre activité. Et alors, comment s'est passé cet espace-temps entre le 16 mars et le 11 juin? Alors, on a une spécificité chez DataActivist, c'est que depuis notre création, on a un fonctionnement totalement en remote, totalement à distance. Donc, au départ, on n'avait pas de bureau physique. Chacun travaillait soit depuis chez soi, soit depuis des espaces de coworking. Et encore aujourd'hui, notre douzaine de collègues sont répartis un petit peu partout en France. Donc, nous, le télétravail, on était complètement prêt. Le travail à distance avec nos clients, on était complètement prêts. Eux, pas toujours complètement, mais ils s'y sont fait assez vite. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on n'a pas eu de difficulté à se mettre dans cette dynamique-là. Et puis, je crois que la crise a aussi montré l'importance du sujet de la donnée, de la circulation de l'information, de pouvoir rapidement accéder aux données des uns et des autres. Et donc, même si on a eu bien sûr des projets qui ont été décalés dans le temps, un peu de décalage de facturation, etc., globalement, on a quand même pu maintenir notre activité. Et là, on pense qu'on est en capacité de la développer de manière significative. Je crois que vous avez un projet de développement là, qui est en cours. On a un projet de développement qui repose sur 5 nouveaux axes de développement au-delà de notre développement organique et qui doit effectivement nous permettre de doubler de taille à échéance 3 ans. Belle perspective, belle perspective. Et dans votre parcours, donc vous êtes une SCOP, on le rappelle, hein, avec 3 fondateurs, 2 fondateurs, et vous avez été accompagné par l'Union régionale des SCOP. Alors les SCOP, l'Union régionale des SCOP, c'est un établissement que j'ai du mal à classifier, parce qu'on est à la fois face à des conseils ou des cabinets d'audit, mais qui maîtrisent un outil de financement. Vous vous rendez compte la force ? Vous êtes à la fois conseil et vous maîtrisez le financement. C'est un positionnement assez étonnant. Je vais passer la parole à Serge Guintoli qui va nous parler de son action au quotidien auprès de la famille des SCOP. Bonjour, Serge Guintoli. Donc, je suis directeur de l'Union régionale des SCOP PACA Corse. Le réseau des SCOP est organisé autour de 11 unions régionales qui maillent le territoire national. Et nous accompagnons les entreprises et les porteurs de projets qui sont intéressés par ce statut, avec comme maître mot proximité et transparence et réactivité vis-à-vis de nos adhérents. Transparence parce que nous recevons des porteurs de projets qui parfois ont une idée, mais qu'il faut encore qualifier et dont il faut encore qualifier le business model. Et là, ça nous conduit à travailler et à savoir réorienter certains projets vers nos partenaires des autres réseaux pour de l'incubation ou pour d'autres types d'accompagnement. Si on estime que pour une SCOP, le business model n'est pas encore mûr, la SCOP, c'est la société qui appartient à ses salariés. Donc ça veut dire quand même de quoi pouvoir rémunérer deux employés à temps plein. Donc il y a quand même un certain seuil pour pouvoir atteindre un statut de SCOP, un certain seuil d'activité, un certain palier à franchir. Ensuite, pour les projets que nous intégrons et donc qui optent pour ce statut, nous les accompagnons tout au long de leur vie coopérative. On est au-delà du lancement, tout au long de leur vie coopérative, par ce que l'on appelle notamment la révision coopérative, donc un audit annuel qui peut nous conduire à les conseiller, à les réorienter, à tirer des alertes et avoir un discours de vérité vis-à-vis d'eux. Et également, au cours de leur vie, on travaille de mise en réseau au sein du mouvement coopératif, mais également avec les autres partenaires que l'on est conduit à rencontrer, dans ce qui nous concerne les banques et les autres scopes du même métier, les autres scopes de même territoire. Et enfin, nous animons, comme disait Christophe Roux, des outils. Le mouvement coopératif a créé ses propres outils, des sociétés de financement participatif et des sociétés de caution mutuelle qui y sont animées par des dirigeants de SCOP et qui interviennent sur leurs propres fonds par des comités et gérés par des gérants de SCOP en prêt participatif ou en caution afin que les dirigeants ne soient pas caution personnelle.
Alors, est-ce que tu peux nous donner les techniques que vous utilisez et qu'on peut utiliser dans les scopes pour créer de la réserve et justement améliorer la résilience de ces structures? Alors, Je pense que ça passe par la fiscalité aussi, mais je te laisse. Donc Jean-Charles a très bien expliqué en quoi l'ESS avait des atouts en matière de résilience. Les scopes sont également très bien équipés en matière juridique sur ce point-là, à savoir que le statut de scope met tout le monde sous le format de salarié, y compris le dirigeant. Et donc, en période de crise, le dirigeant, comme un autre salarié, a droit au chômage partiel en cas de baisse d'activité, voire même au chômage. Ça peut permettre de passer certaines crises. On l'a vu en 2008 et là, on le voit actuellement. Donc, c'est un facteur non négligeable de résilience. Et au-delà de cet avantage social, il y a également un avantage qui nous vient de la loi, qui nous impose une politique de réserve beaucoup plus volontariste et beaucoup plus importante que ce qu'impose le Code de commerce aux sociétés classiques, avec une réserve légale plafonnée à 10% du montant du capital. Chez nous, où la réserve légale est plafonnée à hauteur du capital social, mais également il y a une politique qui incite à mettre en réserve, puisque ces réserves peuvent être défiscalisées par la voie d'une provision pour investissement. Et donc, l'ASCOP prend l'engagement d'investir dans les 4 ans et elle défiscalise ses réserves. Bon, mais parfait. Donc des outils fiscaux, on le voit, et puis ce système de réserve aussi, de participation, mais vous avez aussi un outil financier qu'on appelle Pargest, et c'est particulier à Provence-Alpes-Côte d'Azur, je crois. Et donc Pargest a été fortement sollicité dès le mois de mars 2020, au moment de la crise du Covid. En 15 jours, nous avons pu débloquer 19 prêts auprès de nos adhérents pour leur permettre de finaliser les bulletins de paye de leurs salariés. Et en 19 jours, le mouvement a été capable de mobiliser 340 000 euros en attendant que les mesures de chômage partiel ou que les mesures prises par l'État puissent rentrer en œuvre. Donc là, il y a une réactivité que seul le mouvement coopératif peut apporter. Ben, bravo. Et en plus, vous maîtrisez, on ne va pas voir un tiers, vous maîtrisez l'outil. Ben, on va prendre l'exemple. Alors, peut-être que tu ne veux pas prendre ton exemple, Joël, mais vous, pendant cette crise, est-ce que vous avez géré, est-ce que vous avez mis en place des outils particuliers pour faire face à la problématique de trésorerie? Alors, et tout ce dont on a parlé, à la télé, les PGE, les prêts rebonds, etc. Est-ce que vous avez pu en bénéficier? Alors comme je le disais, on a eu effectivement du décalage de facturation, donc du besoin de trésorerie qui est apparu. On avait eu la chance de boucler un tour de financement un an auparavant avec France Active, précisément. Donc on avait de la trésorerie, donc on n'a pas eu besoin de recourir à d'autres dispositifs de trésorerie. Nos financeurs, que ce soit France Active ou le réseau Initiative, ont mis en place des mesures de report d'échéance dont on a pu bénéficier. On a fait également du report d'échéance de cotisation sociale, mais qu'on a immédiatement soldé en fait, une fois sortie la période du confinement. Et donc, on n'a pas eu besoin de recourir ni au PGE, ni à Pargest à ce moment-là. On a fait du chômage partiel un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu pour ajuster. Et voilà, mais sinon, on n'a pas eu de mesure de trésorerie spécifique. Donc vous êtes plutôt dans une démarche active, si j'ai bien compris, car je crois savoir que vous vous rapprochez de BPI France pour mettre en place un prêt rebond et mettre en place votre programme d'investissement qui permettra les développements d'avenir assez proches. Oui, absolument. Ce que cette crise nous a appris, c'est qu'il fallait qu'on soit très réactif pour adapter notre offre aux besoins des clients qui peuvent évoluer dans le temps, et que donc il faut qu'on se donne la ressource humaine, en fait, qu'on investit sur cette capacité à construire de nouvelles offres. Bah écoutez, si on peut faire une rapide conclusion, d'après ce que disait Jean-Charles, la clé du modèle économie sociale et solidaire, c'est quand même un ancrage territorial et le fait qu'on travaille en groupe et collectivement, solidairement pour le bienfait de la structure que l'on accompagne. On a des montages hybrides et des avantages fiscaux qui permettent de créer des réserves et donc un ballon d'oxygène qui permettent à ces structures d'aller plus avant. Et puis ces structures, elles ont accès à des financements spécifiques chez Pargest et chez France Active, tout ça pour leur bien-être et leur pérennité, quoi. Voilà, ben écoutez, j'espère que
ça portera ses fruits et que vous aurez une opinion éclairée sur l'avenir des entreprises de l'économie sociale et solidaire et sur leur capacité à être résilientes et à faire face. Des questions? Non? Merci.